Nous vivons dans la ville. Du petit hameau de Grasse à la porte Océane à l'envergure européenne, nous vivons la ville. La ville grandit, s'endort, se réveille. Elle tombe. Mais elle se relève toujours et vit de plus belle. Le Havre, c'est un refuge, un abri, une éternelle forteresse. Aujourd'hui, enchâssée entre tradition et modernité, la ville décline sa forme à volonté. Même si parfois elle semble comme figée dans le passé, elle a su faire table rase et se renouveler. Elle a toujours voulu grandir, plus vite, plus loin. Tentaculaire, elle assimile la campagne environnante depuis toujours. Où sont-ils, les blés de Bléville ? C'est à se demander parfois où certains architectes vont puiser leur inspiration. Les traits de génie de certains contrastent avec les bâtiments réalisés par d'autres. Il est pas beau notre Pentagone des Péqueux ? Au gré du progrès technique et des événements de l'histoire, le Havre n'a eu de cesse de se renouveler, de se transformer. La forme change, mais le fond demeure. Nous sommes tous liés par notre histoire. Et notre histoire, elle se lie dans les vestiges du passé. Cette histoire, c'est la pierre angulaire de notre culture havraise, de notre identité. Du docker à l'héritier des grandes familles de la côte, nous sommes liés. Et le ciment de cette identité s'effrite à mesure que notre patrimoine historique laisse place au progrès. En ouvrant ce premier dossier du Havre secret de l'année 2017, Simon, Alexandre et moi voulons partager avec vous ce regard toujours curieux sur notre ville, sur sa nature. En d'autres termes, comment notre identité est inaliénable à notre histoire. Histoire dont les derniers monuments, véritables témoins de notre passé, disparaissent, ne laissant place qu'à leurs propres souvenirs. Pour illustrer notre propos, nous allons plonger dans une période sombre et fascinante de l'histoire de notre ville. Nous allons tenter de dévoiler les secrets de la forteresse allemande du Havre.
Salut les curieux et curieuses. Simon et moi, on va vous parler de la forteresse du Havre, de la Festung du Havre. Donc la Festung du Havre fait partie du mur de l'Atlantique. Je pense que pour vous présenter un petit peu ce que c'est que la forteresse du Havre, il faut d'abord que je vous parle un petit peu du mur de l'Atlantique. Alors avec Simon, on s'est concerté, on s'est dit que pour commencer, ce serait pas mal de faire une entrée en matière à Bruneval. Alors pourquoi à Bruneval? Parce que déjà il y a des blocos, on est sur le mur de l'Atlantique, et puis parce qu'il s'est passé des événements historiques qu'on va aborder un peu plus tard ailleurs. Voilà. Donc je propose qu'on commence. Voilà. Ici on a un petit poste d'observation allemand. Donc qu'est-ce que c'est que le mur de l'Atlantique? C'est une succession d'ouvrages, des ouvrages en tout genre. Alors il y a des batteries, il y a des stations radar. En l'occurrence à Bruneval c'était une station radar. Et ces positions fortifiées, elles se composent de petits ouvrages comme celui-ci, parfois beaucoup plus lourds. Celui-là il est très léger. Et par contre elles retrouvent à peu près les mêmes caractéristiques. Donc là par exemple on peut voir ça. Il reste encore sur le dessus une couche de goudron qui servait à faire l'étanchéité, à empêcher que l'eau rentre dedans. C'est se dire que 70 ans après c'est encore là, c'est que c'était vraiment bien installé. Là on a les restes des crochets qui permettaient de mettre le filet de camouflage en fait sur l'ouvrage. Donc ils sont encore là et on les retrouve tout le long. Et puis on va jeter un petit œil à l'intérieur. C'est parti. Hop là. Là on est dans le poste d'observation, donc on peut imaginer qu'il devait y avoir peut-être un soldat qui était en garde. J'espère qu'il avait un collègue pour discuter avec. Et ce qui est intéressant par contre pour nous, c'est de voir un peu comment ils étaient construits ces ouvrages. Ils étaient construits de manière un petit peu médiocre. Là on voit clairement qu'ils ont carrément pris les galets sur la plage, quoi. Le ciment, le béton est de mauvaise qualité. Voilà. Ici, il y a un petit rangement. On distingue aussi tout le long une rigole pour l'humidité, qui est encore là aujourd'hui. Globalement, malgré la médiocrité de l'ouvrage, il est en bon état. Il se conserve encore aujourd'hui. Alors, comment est-ce que les Allemands rentraient finalement dedans? La porte d'entrée vraiment officielle de l'ouvrage, elle est là. C'est vraiment pas haut. Mais là, en fait, si on descend ce petit escalier, on entre dans une tranchée qui va à un autre ouvrage, et cet ouvrage c'est l'ouvrage dans lequel vivaient les Allemands. Voilà. Là c'est vraiment exemplaire de la mauvaise qualité de construction, c'est le fer à béton ressort, enfin c'est vraiment médiocre. Ce qui est intéressant, c'est aussi les éléments qui constituent l'ouvrage, des éléments qui sont préfabriqués et assemblés ensuite les uns avec les autres. Voilà. Là on retrouve par exemple les poutres. C'est un peu comme des Lego finalement, c'est très basique, très normalisé, standardisé. Vraiment la spécialité des Allemands. Et je voudrais faire un dernier petit point, c'est sur les graffitis dans les ouvrages. Il y en a quelques-uns qui sont sympas derrière toi Simon, juste là. Qu'on ne dise pas que je dis tout le temps du mal des graffitis, hein. Celui-là j'aime bien. Et il y en a un très beau aussi. Qui est juste là, sur la poutre, qui représente à mon avis un navire de la Cunard. Le mur de l'Atlantique, c'est ça, c'est des blocos qui restent comme des cicatrices du passé et qui constituent ce gigantesque dispositif de défense. Et aujourd'hui on a commencé par Bruneval avec Simon parce qu'on voudrait vous parler d'un événement qui a eu lieu et on va faire ça dans le blocos d'à côté. Voilà, allez, suivez-nous. Oui, c'est impressionnant. Voilà. Donc là, on est dans un ouvrage dans lequel vivaient, à proprement parler, les soldats allemands. Et ce qui est intéressant, je pense que vous l'avez vu dans cet ouvrage, c'est quand même la concentration de fresques qu'il peut y avoir.
Moi, je propose c'est qu'on commence par celle-là. Alors, mon niveau d'allemand est lamentable, mais je crois que la phrase se lit ainsi: Jeden Tag besoffen ist auch regelmäßig gelebt. Si j'ai bien compris de ce que j'avais fait comme recherche dessus, c'est quelque chose comme Carpe Diem, quoi. Hein, c'est que tous les jours, il faut vivre un peu comme si c'était le dernier jour. Enfin, c'est pas ça, il y a quelque chose avec l'ivresse, je crois. Bon, voilà. Donc c'est un peu l'état d'esprit dans lequel étaient ces soldats qui vivaient là-dedans. En dessous, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais on a un soldat allemand, voilà, qui court. Là, on distingue bien avec l'ombre de mon doigt son casque, qui est là. Là, il y a son visage. Là, il y a son bras droit avec sa main. Là, il y a son bras gauche avec sa main, et là, ses jambes. On m'a dit, c'est un soldat allemand qui court sur une plage. J'ai du mal à voir la plage, mais je vois le soldat allemand. Ça, c'est à proprement parler la sortie de secours du bunker. C'est-à-dire qu'en cas de problème, si la porte d'entrée du blocos était condamnée pour X ou Y raison, hein, eh bien, il n'avait qu'à casser le mur de briques qui est encore ici, qui est là, et derrière le mur de briques, il y avait généralement un puits qui va à la surface, rempli de gravier. Donc le gravier ou le sable rentrait dans l'ouvrage, ils n'avaient plus qu'à sortir par là. Alors ça, c'est une fresque qui a une histoire très intéressante. En fait, cette fresque, on va vous le montrer sur le montage, elle est totalement inspirée de la couverture d'un magazine de propagande allemande qui était distribué aux soldats, magazine qui s'appelle Signal. J'ai retrouvé sur internet cette couverture dans de nombreux forums. Il y a au moins une quinzaine de forums qui citent cette couverture, et donc c'est difficile d'en établir l'origine. J'ai encore cherché moi-même ce matin de quel numéro il s'agissait précisément, et c'était introuvable. Tout le monde dit que ça vient du magazine Signal, mais personne ne dit de quel numéro. Voilà. Là, cette fresque, je ne sais pas ce qu'elle représente. Là, il y a encore de la recherche à faire. Et enfin, la dernière fresque qui est ici, elle représente clairement un tank. Alors sa nationalité était un peu difficile au début à déterminer, mais en fait il s'agit clairement d'un char allemand, puisqu'on reconnaît ici la croix de guerre allemande, qui est juste là. Et on peut même voir que peut-être il s'agit d'un Panzer III, peut-être un Panzer IV, car le canon est relativement court. Il est en train de tirer ici d'ailleurs, on voit qu'il y a une pigmentation rouge, et ici la mitrailleuse lourde, elle tire aussi, il y a des pigments jaunes et rouges qui en sortent. Donc je pense que c'est un char allemand, très probablement. Et qui sait ce que ce blocos garde encore comme secret. Alors que Simon et moi descendions notre matériel de tournage du haut de la falaise de la Veleuse de Bruneval, l'on est venu à notre rencontre. « Salut, c'est le Havre secret ?» Eh oui, pas qu'un peu, on ouvre un nouveau dossier. Nous avions rencontré Nicolas Bucourt, co-auteur d'un ouvrage sur l'opération Biting. Quelle occasion! Et surtout, qui pourrait nous raconter mieux que lui les événements de Bruneval? Il a eu la gentillesse de nous accorder un peu de son temps pour répondre à nos interrogations. Alors, dans les grandes lignes, il faut savoir que les Allemands ont installé des radars sur toute la côte,
Et les Britanniques ont découvert un radar dont ils ne connaissaient pas l'existence. Et ils voulaient faire un raid pour récupérer les pièces essentielles et en savoir plus pour aller bombarder l'Allemagne et toutes ces positions-là. Donc ils ont organisé un raid commando ici parce qu'il y a la plage qui permet de repartir pour l'Angleterre avec la marine anglaise. Mais le radar était au-dessus, côté anti-fer. Et ils ont été parachutés juste à côté. Ils ont investi un manoir qui avait à côté du radar. Ils l'ont pris. Ici, il y a le soldat Hugh McIntyre qui s'est fait tuer. Donc c'était la première victime côté britannique. Alors Hugh McIntyre a été tué en sortant du manoir de la falaise du professeur Gosset en retournant vers le radar au moment du repli. Tout là-haut, oui, de l'autre côté de la vallée. La deuxième victime britannique, il s'appelait Alan Scott. Lui, il a été parachuté du mauvais côté. Il y a eu des petits problèmes avec la flak allemande de leur côté. Les avions étaient un peu détournés et ils ont confondu cette vallée-là avec la vallée de Saint-Jouin. Ce qui fait que une bonne trentaine étaient perdus, dont Alan Scott, qui lui était caché dans un bosquet avec quelques-uns de ses camarades et qui ont raté le rembarquement. Donc il s'est avancé de la falaise, il a vu le rembarquement qui se faisait sur la plage et il a été trompé par le froid, la neige, la lune qui était assez basse et presque pleine. Il a été victime d'une illusion d'optique et il a pensé que la falaise n'était pas très haute et il a donc sauté en pensant pouvoir se rattraper facilement. Mais il s'est écrasé au sol, il a fait une chute de près de 80 mètres. Ses camarades étaient partis pour le suivre en pensant exactement la même chose, que c'était pas très haut. Ils se sont arrêtés quand ils ont vu qu'il chutait. Et eux, deux d'entre eux sont partis à l'intérieur des terres pour trouver refuge dans les familles civiles. D'autres se sont cachés sur la plage et ont été repris le petit matin. Ouais, donc cette opération quand même, elle a eu une importance significative. C'est un radar un peu spécial, non? Le modèle qui était connu par les Britanniques, c'était le modèle Freya, qui était un peu plus loin derrière. Donc ce modèle-là ne les intéressait pas. Et là, le modèle qui les intéressait, c'était le Würzburg, qui était vraiment pas connu, qui était petit et qui était complémentaire au Freya. Et c'était celui-là qu'ils voulaient obtenir. Et d'ailleurs, le fait qu'ils se sont concentrés que sur le Würzburg, ça a joué en leur faveur parce que les Allemands qui étaient stationnés au radar Freya ont gardé leurs troupes en réserve là-bas plutôt que de les amener sur le Würzburg pour les aider, parce qu'eux pensaient qu'ils allaient aussi s'attaquer au Freya, qu'ils étaient là pour détruire les deux radars. Et au final, ça a joué en leur faveur. Et ce qui a joué aussi en leur faveur, c'est le fait qu'il y a eu des mauvais parachutages. Les Allemands étaient déboussolés, ils ne savaient pas c'était quoi leur cible. Vu qu'il y a eu des parachutages là-haut, côté Saint-Jouin, ils se sont dit qu'ils sont trop éparpillés pour s'intéresser juste à ça. Et au final, donc ça a permis que les Allemands ne viennent pas en renfort dans la bonne zone. Et en plus de ça, les Britanniques ont investi la plage, mais de tous les côtés. Donc il y a ceux qui sont descendus par là avec les pièces du radar, ceux qui sont descendus là-haut derrière moi, et il y en a d'autres qui sont arrivés de par là. Donc les Allemands ici étaient totalement encerclés. Donc c'était une erreur qui au final, c'était un mal pour un bien. Ouais. Voilà. Simon et moi ne pouvions pas mieux commencer notre découverte du mur de l'Atlantique. Derrière chaque position fortifiée, derrière chaque blocos, se cache une histoire. On est bien loin du cliché de l'antre obscur où se cache on ne sait quoi. Les seuls occupants discrets et nocturnes des blocos aujourd'hui sont les chauves-souris et les renards. Ils se sont appropriés les lieux, tout comme la campagne, la forêt, la plage, la nature. Depuis le mémorial de Bruneval, Simon et moi allons gagner la Festung du Havre. Nous allons suivre les vestiges vers le sud en longeant les positions fortifiées du mur de l'Atlantique. C'est qu'il y a de la route et de nombreux blocos de Bruneval jusqu'au Havre. Et ces ouvrages méritent bien que l'on daigne s'intéresser à eux. David et René ont gentiment accepté de nous apporter un éclairage nouveau sur un autre type de position du mur de l'Atlantique. Une batterie. Comme à Dolmar ? Exactement, mais cette fois-ci à l'allemande exclusivement. David et René, ils sont membres de l'association Astonia,
une association octevillaise qui restaure, commémore et met en lumière ce patrimoine méconnu. Ils nous ont guidés dans les méandres des souterrains d'une batterie du mur de l'Atlantique. Merci Astonia. Ici, on est à 8 km du Havre, sur la frontière nord, et vraiment au nord de la forteresse du Havre. Ce site a été rattaché à la forteresse du Havre à partir de 1943, avec l'extension du fossé anti-char pour couvrir l'ensemble du secteur, et en particulier cette très grosse batterie d'artillerie côtière incluse dans le système défensif allemand. Donc batterie entourée de fossés anti-char, entourée de champs de mines, de réseaux de barbelés, avec un maillage de mines anti-char, de mines antipersonnelles, qui donc permettait de ceinturer a priori efficacement la défense allemande. Alors ici on est sur un site très intéressant, très large, puisqu'on avait vraiment toute la fonction de la vie du soldat couverte par cette batterie, à travers des ouvrages comme on a devant, un réseau de 4 grosses casemates pour canons tchèques de 105 mm. Et puis autour de ces 4 grosses batteries, vous aviez tout un ensemble de bunkers avec des objectifs différents qui étaient des ouvrages pour abri pour le personnel. On avait des ouvrages pour les soutes à munitions, et puis dans le corps de ferme, on y retrouve d'autres ouvrages qui permettaient donc de compléter la vie de la troupe, à savoir une porcherie, des bâtiments réfectoires pour les soldats, pour la troupe. Et puis on a d'autres ouvrages de protection rapprochés avec des tobrouks qui permettaient de bloquer l'entrée de la ferme, avec un central téléphonique. Voilà. Vous aviez aussi d'autres positions à ciel ouvert pour de l'anti-aérien, flak 20 mm, qui permettait de couvrir des attaques de basse altitude, et avec un pivot qui est cette magnifique tour d'observation, tour de direction de tir, qui permettait à la fois d'observer tout le passage sur le littoral, donc avec une altitude ici à peu près de 95 mètres d'altitude, donc une vue assez plongeante sur le canal, et ça permettait également d'ajuster, donc de fournir de l'information et d'ajuster le tir des différents canons ici en place. Positionné sur la batterie, c'était pas de la troupe jeune, c'était déjà de la troupe qui était aguerrie, de la troupe ancienne notamment au fil des années, car la troupe jeune avait d'autres secteurs à défendre et à combattre, et on retrouvait une population de combattants qui était plutôt vers le calme, tendant vers le calme, et dont si les liaisons avec la population locale étaient correctes, il n'y avait pas grande animosité, chacun vivait selon les restrictions, selon les principes mis en place, mais généralement en bon rapport. Également, il y a eu quelques troupes d'âge avancé, parce que c'était le recomplètement provoqué par la troupe allemande, mais du style ici, on a retrouvé des Polonais qui ont été en passage, pas obligatoirement sur la batterie, mais sur les points avancés au sein d'Octeville. Donc batterie très importante sur le secteur, avec une troupe d'environ 300 soldats, comme on peut le voir dans les rapports britanniques, lors de la reddition de la position le 12 septembre 1944 à 11h. Une troupe 300 personnes, donc autant dire qu'il fallait à la fois de la logistique pour alimenter cette troupe, et voilà. Ce petit château fort est donc bien en place. Il communique évidemment avec les autres points forts, qui peuvent être des radars par exemple. Ce genre de communication, on peut la cartographier grâce aux archives des nœuds de liaison. Sacré morceau ce point fort, hein Simon? Mais carrément. On est loin d'être au bout de nos surprises. Nous quittons cette ferme et allons jeter un œil sur les toutes premières lignes de défense de la Festung du Havre.
la forteresse. La Festung allemande. Véritable clé de voûte du mur de l'Atlantique. Difficile de croire aujourd'hui que nous sommes sur le point de franchir, sans aucune difficulté, les lignes de défense de l'occupant de notre cité. Et pourtant, depuis le mois de juin 1940, ils sont là, et en nombre, bien installés. Depuis le 9 juin, la guerre a gagné notre ville. L'occupant s'établit dans les bâtiments les plus luxueux. Le port devient un nœud militaire de premier ordre. Hitler envisage même d'envahir la Grande-Bretagne. Ses troupes embarqueraient notamment depuis Le Havre pour gagner les côtes anglaises. En 1941, alors que Staline et Hitler se livrent un combat sanglant sur le tout nouveau front de l'Est, Le Havre vit au rythme des bombardements anglais. L'occupant fortifie la ville, établit des casemates pour les canons qu'il a dérobés à l'armée française. En 1942, la guerre fera de nombreuses victimes parmi la population civile. La résistance s'organise. Le vagabond bien-aimé, leur H, et bien d'autres. Tant de noms. C'est autant d'individus qui ont œuvré pour la liberté alors que cette dernière était si fondamentalement menacée par l'ignorance, la négation de l'autre et la malveillance d'un État détourné. L'occupant profite de notre cité balnéaire. Le front de mer est évacué en vue d'une fortification permanente. Le mur de l'Atlantique sera millénaire à en croire la légende qui se construit autour. En 1943, la ville est une forteresse. Le réseau de communication s'étend, optique, téléphonique, radio. Un central téléphonique est construit. Des postes de commandement sont établis tout autour du Havre, sur la côte, sur le plateau. La ville est divisée en secteurs de défense. Il s'agit des Widerstandsnesten, points de résistance en français. Ces derniers sont tous numérotés. C'est ainsi que les Allemands désignaient leurs fortifications, par leur matricule. Début 1944, les bombardements alliés s'intensifient et le commandement de la Festung du Havre souhaite se doter d'une puissante arme, une batterie de 380 mm. Cette dernière tirera des obus de 38 cm de diamètre. Le débarquement est directement menacé, et c'est pour cela que le plateau sera dévasté par les bombardiers anglais. Où sont-ils les blés de Bléville? Sous les décombres et sous les bombes qui ressurgissent encore aujourd'hui probablement. Il faut qu'on vous présente quelqu'un. Tu as raison, c'est un sacré passionné et il connaît la Festung comme sa poche. Il s'appelle Benoît et il est très actif dans la vie associative locale. Il participe notamment à la mise en valeur de ce patrimoine un peu particulier. Et en plus d'être aussi curieux que nous, c'est un ami. Salut Benoît. Là, nous sommes sur une partie de la ceinture fortifiée de la forteresse du Havre, voilà, que les Allemands ont édifiée de juillet 42 à août 44. Les Allemands, dans les années 30, ont déjà fait à la frontière des fortifications, des ouvrages standards, type, pour aller plus vite. Et ils ont fait la même chose sur le mur de l'Atlantique, notamment au Havre. Et ils ont utilisé pour le coup ici les fermes Clos Mazur pour les fortifier. Voilà. Et en édifiant des blocos de tout type, en fait, pour mitrailleuses, pour canons anti-char, pour mortiers, pour lance-flammes, pour la troupe, pour les munitions, enfin, on finira pas, quoi. Les Anglais, enfin, surtout un ingénieur anglais, Percy Hobart, avait inventé tout un type d'engins blindés spéciaux, notamment les chars crocodiles lance-flammes, qui ont été vraiment déterminants pour la chute de Francfort, en fait, de la chute de la forteresse du Havre. Les Allemands, quand ils ont vu ça, ils se sont très vite rendus. Ça les a paniqués totalement, voir les flammes arriver. Voilà. Ça, c'était vraiment. Aussi les bombardements navals, terrestres, aériens, ça sape le moral des Allemands. De voir les flammes arriver, ça les a paniqués, totalement paniqués. Blockhaus, c'est un terme plus vieux en fait. Voilà, c'est de l'allemand, mais ça vient de l'anglais blockhaus. C'est beaucoup plus vieux. Bunker, c'est plus approprié à ce type d'ouvrage. C'est plus récent en fait, bunker. Comme on dit, bunker archéologie. Voilà.
Ils avaient un catalogue, Todd, l'organisation Todd avait un catalogue. Ils choisissaient ce qu'ils voulaient, en fait, pour armes anti-char, pour canon 105, voilà, mitrailleuse, mortier, enfin, n'en finit pas, c'est tout un catalogue. L'organisation Todd a été en charge de murs de l'Atlantique, de la construction de murs de l'Atlantique. Mais les entreprises allemandes n'avaient pas les moyens de tout faire, c'est pas possible. Donc ils ont fait appel, pour le coup ici, aux entreprises havraises, normandes en fait, qui ont travaillé pour les Allemands. Mais tout ça a été payé par la France, parce que la France versait des frais d'occupation à l'Allemagne. Et là, les Allemands l'ont utilisé pour fabriquer tout ça. Non seulement ça a été fabriqué en partie par les Français, mais payé par les Français, la France de l'époque. Le fait que ce soit les Français qui ont participé à ça, ça a aidé en fait, les Anglais, parce que la résistance a introduit dans tout ça et a renseigné les Anglais sur les emplacements, le type d'ouvrage, tout ça, ça a aidé les Anglais en fait, ici ou ailleurs en fait. Ça les a aidés pour la chute de la forteresse. La forteresse en septembre 1944, dans quel état elle était? Eh ben, les bombardements ne l'ont pas épargnée évidemment. Mais globalement, elle est dans un bon état. Elle est rapidement encerclée par les Alliés. L'Oberstkommandant Eberhard Wildermuth n'est pas rassuré et appréhende l'assaut final. Il le sait, il n'y aura aucun débarquement par la mer. Ce secteur est si bien défendu que ce serait un échec certain pour les forces en présence. Par contre, il connaît le point faible de son camp retranché. Un fossé anti-char trop peu profond sur certaines zones, et tout particulièrement sur Montivilliers, à l'est. Il y a là 2 brèches potentielles. L'Oberstkommandant rapporte, après sa capture, avoir longuement inspecté la Festung au mois d'août. Je cite : « Sur 25 km de front, je réussis, après d'énergiques efforts, à poster 30 anti-tanks de 88 et de 75 mm. 7 d'entre eux sont mobiles, et 4 le sont au moyen d'expédient. Aussi, de Harfleur à Coville, 11 antitanks sont-ils maigrement dispersés. Les 19 autres sont placés en 3 points vitaux. Passage Harfleur, secteur Rouel-Fontaine-la-Mallée et secteur Édreville-Dondeneville. Quant aux positions de batterie déjà en place, de construction inadéquate, elles ont été pauvrement choisies. » Fin de citation. Il conclura que la faible présence d'obstacles aux abords de la forteresse l'auront rendu vulnérable à une opération de moyenne envergure. Ah d'accord, mais c'est mal engagé du coup pour l'occupant. Sais-tu dans quel état d'esprit étaient les soldats dans la Festung? De ce que j'ai pu lire, c'était assez compliqué. Il y a notamment un jeune soldat de la Kriegsmarine du nom de Gunther Luthmann qui écrit « Le Havre est un agréable cantonnement pour nous. Tous, nous mangeons et buvons ce que contiennent nos entrepôts. Seules les attaques des avions alliés nous causent du fil à retordre. La villa où je loge appartient à un certain René Coty. Son nom est écrit sur la porte. Je sais qu'au Havre, les choses tourneront mal. Je ne veux pas mourir. J'ai peur. Un de mes amis, un jeune Français, appartient à la Résistance. De longues heures, je discute avec lui sur l'herbe du cap de la Hève, d'où nous observons les mouvements de la flotte de débarquement. Il veut me persuader de déserter. Il veut m'enrôler dans la Résistance. Je ne l'ai pas fait. Bientôt, il va me falloir me séparer de mon jeune ami. Partir chercher un refuge dans la ferme que possèdent ses parents près de Tancarville. Ferme où sa famille m'avait agréablement reçu, bien que je fusse en uniforme de la Kriegsmarine. En gros, nous avons été heureux au Havre. C'est terrible. Oui, je trouve aussi. La plupart des témoignages et des informations que j'ai trouvées dans mes recherches, je les tiens de l'excellent ouvrage d'Eddy Florentin, Le Havre, 1944, à feu et à sang. Nous, les jeunes Havrais, devons beaucoup au travail de ce chercheur. Il a rendu accessible à tous ces petites histoires qui en ont fait la grande histoire. J'ai appris également qu'au même moment, de l'autre côté de la ligne de front de la Festung, se trouvait un soldat allié. Il s'appelait Will Douglas Home. Au matin du 10 septembre, le capitaine Will Douglas Home se présente à son colonel. Ce dernier est en train de se raser avant de prendre part à l'opération Estonia. Le capitaine ne se décourage pas et prend la parole. Je cite : « Sir,
je ne participerai pas à l'assaut du Havre. Je refuse définitivement de me battre. Je refuse. À tort ou à raison, je ne puis apporter ma caution à une opération lancée contre des soldats qui, de toute évidence, ne veulent pas se battre, mais dont le commandement, faisant preuve d'un sens de l'honneur identique au nôtre, refuse une offre de reddition inconditionnelle. Le chef allemand que nous avons en face de nous vous a proposé d'évacuer les civils. Qui a refusé cette évacuation? Nous! Je ne peux m'empêcher d'imaginer quelle décoration aurait été épinglée sur une telle poitrine par un monarque reconnaissant si le destin avait voulu que une telle attitude fût celle d'un commandant britannique à l'intérieur du camp retranché du Havre. Mes mains ne voudront jamais verser une goutte de sang civil. Autre raison, politique, vous la connaissez. Je ne crois pas qu'une guerre qui n'avoue pas ses buts vaille les os d'un seul grenadier britannique. Will Douglas Home passera en cour martiale le 25 octobre 1944. Il retournera en Angleterre et purgera une peine de prison. Par la suite, il deviendra un auteur de théâtre très populaire. Eddie Florentin rapporte que cette conversation se trouve dans une lettre ouverte qui a été publiée par Will Douglas Home le 27 septembre 1944 dans le Minehead Advisor. Mais il ne faut pas oublier non plus que si le colonel Wildermuth a proposé l'évacuation du camp retranché du Havre, il a également ordonné des tirs de représailles sur la ville de Montivilliers, causant par là même de nombreux dégâts et des morts à la population civile suite à la capture de soldats et de matériel allemand par les FFI ou un peloton de reconnaissance peut-être. C'est ce que titre d'ailleurs le Havre libre du 28 mai 1950. Ah, je vois, c'est ni tout noir ni tout blanc. C'était la guerre. « 17h45. C'est l'heure. 5000 tonnes de bombes sont lâchées par les Lancaster britanniques. Les navires au large du Havre pilonnent les batteries. Ces dernières répliquent. C'est une véritable joute qui s'engage. La première partie de l'opération Estonia consiste à éprouver les lignes de défense dans le but de créer des brèches. La seconde partie de l'opération a pour tâche d'élargir ces fameuses brèches et de libérer la ville. Les Alliés disposent d'un matériel très efficace. Leurs chars sont spécialisés. Chars fléaux des mineurs, chars porte-ponts pour franchir le fossé anti-char, et même des chars équipés de lance-flammes. Ces derniers étaient d'une redoutable efficacité contre les bunkers allemands. Une première brèche est ouverte à l'est de la Festung. Le point fort identifié comme numéro 5 par les Alliés cède. La nuit entière, la brèche est élargie. Les blocos, situés aujourd'hui derrière le centre équestre du quartier de la Belle Étoile à Montivilliers, tombent. Puis ceux de la Côte de la Justice. Puis, c'est le tour du château des Ardennes Saint-Louis. Aujourd'hui, ce château n'existe plus. En lieu et place se trouvent les jeux pour enfants de l'arboretum de la forêt de Rouelle. Omniprésents, les blocos des alentours opposeront une certaine résistance aux Alliés. Mais au petit matin, ils seront tous tombés. Le 11 septembre à 14h, les bastions extérieurs se rendent. La menace des lance-flammes des chars anglais pèse lourd dans cette décision. Au nord-ouest de Fontaine-la-Mallée, à la ferme aux Cailloux, dans l'un des nombreux blocos de la ferme fortifiée, le téléphone sonne alors que les Anglais viennent de prendre le point fort numéroté 11. Le major Parker décroche. « Wie geht's ?» Le major exige de parler à la plus haute autorité du camp retranché. L'appel est transféré à l'Oberstkommandant Wildermuth lui-même. Je cite. « Mes respects, Herr Oberst. Ici Major A.N. Parker, compagnie D du 5e Camerons. Souhaitez-vous vous rendre à nos forces? Reddition ou, comment dirais-je, annihilation? Votre choix. » L'Oberst confie après-guerre avoir répondu ceci. « J'ai une mission. Conduire la défense de la Festung, et cette mission prend tout mon temps. Je ne dispose, à l'heure actuelle, d'aucune minute à consacrer à une conversation mondaine. Je raccroche. » Fin de citation. Le major Parker a une autre version des faits. Il se souvient ne pas avoir obtenu la réponse qui l'aurait satisfait, et croit bien avoir entendu le colonel allemand lui suggérer, avec un rire profond, qu'une rencontre n'était que partie remise.
Le major note également qu'aucune tentative d'ouvrir le feu sur le bunker capturé ne sera tentée par l'ennemi. C'était la guerre de toutes les démesures. C'était une guerre qui, aujourd'hui, alors que les vétérans se font de plus en plus rares, revêt un aspect légendaire, et dont les événements deviendront de plus en plus difficiles à vérifier. Are you French? Oui, je suis français. Vous venez de libérer l'installation, c'est ça? Yes, yes. D'accord. Je peux m'asseoir? Yes, you can sit. D'accord. J'ai 2-3 questions à vous poser. What kind of? Un petit peu comment... Would you like a coffee? Ouais, il est bien, je veux bien. Il est bon votre café? It's German coffee. D'accord, café allemand. Yeah. On fera avec. Ouais, du coup, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé la libération en fait. Oh, quite well, yeah. Ouais. You know, it was two zones, quite specific. I mean, two belts Oui. of bunkers, and here we are in the first one. D'accord. Ici, on est sur la première ligne de défense. Yeah. D'accord. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle? Oh, mines. Minefield? Yeah, Lots of mines. minefield. D'accord, des champs. Yeah, and also anti-tank walls, D'accord. you know, against us, and few Germans also. Évidemment. Yeah. But all the German are very tired Yeah. because we have a big artillery support before we attack. And also a bomber command. Mhm. Yeah. D'accord. Et du coup, ça a été quoi votre stratégie en fait? Waiting. Tank before. Yeah, tank before, because we were the first, in fact, to open all the way through the arc. But at late, when the night came down, we were also protected with Monty-Moon light, you know. D'accord. It was, in fact, for the flak. You know the flak? Mhm. Yeah, Et la défense antiaérienne? that's right. Big lights going to the clouds, and the lights going down to the field. D'accord. That's Simply field. for us. Yeah. So it was quite simple. Yeah. D'accord. Quite. Bon. Et du coup, maintenant, la prochaine étape, c'est... Drink. We're in France, you know, le vin. Oui. But maybe going to the Havre? Yeah. Et vous êtes plutôt confiant pour rentrer dans le Havre? Yes, because we have lots of support with flay tank Yeah. to destroy minefield and support with crocodile tank. Yeah. Can you explain it? Oh, the crocodiles, you know the Churchill tank? Oui. Yeah. non, oui. So, just imagine a Churchill with a flamethrower. D'accord. You know? Mhm. That's a pillbox. Here it is a Churchill and the flame going on Oui. and also inside the bunker. Ah, d'accord. So for the it was scared and terrific, really. Yeah, for the Germans. Ouais. Yeah, Très bien. Bon. Bah, écoutez, à la libération, hein. of course. Off we go. Sorry, it's German. Yeah. Boire café, hein. Walk of ersatz. We prefer tea, but it's not tea time. Dit partout, de Forte. Oh yeah. Oh, I know that. And you know, my terror is.
Yes, it's sunny today. Salut, salut. Alors, j'ai une petite question à vous poser. C'est quoi la particularité technique en fait de ce blocos là? This pillbox is on the top of a hill, Ouais. and he was equipped with 2 machine gunners who can rotative in a coupole. D'accord, d'accord. Donc c'est ça ce qu'on voit à la surface, hein, c'est Yes. la coupole. D'accord, très bien. Et ici, on est sur quelle ligne de défense en fait? The second one. Yes, the D'accord, second. la deuxième. Mm. On est sur la deuxième ligne de défense, d'accord. Bon. Le 12 septembre, le commandement capitule, les combats cessent à 11h45, le Havre est libre. 12 000 soldats sont capturés. Ben, il s'est passé que c'est les bombardiers anglais qui sont venus, qui ont dû être au courant qu'il y avait le train de munitions était garé entre la gare de Graville et puis après quoi. En allant vers le Havre. Évidemment, ils sont venus bombarder donc le train de munitions a sauté, tout le quartier du bas de Graville a été endommagé. Il y a donc un éclat de rame qui est venu taper dans la fenêtre de M. Conseil. Moi, l'école s'est arrêtée le jour du débarquement. Voilà. Donc pas de certificat d'études, rien. Le jour du débarquement, moi j'allais à l'école à Montéveillé. On a passé avec le tramway à la ferme Brévedon, la ferme qui est dans le vallon. Là. Et puis le soir, il n'y avait plus de tramway, hein, parce que les Allemands avaient fermé les barrages. Ils ont fermé les 2 écluses qui étaient sous la ligne de chemin de fer, sous les ponts de la ligne de chemin de fer. Ben, l'eau a monté. Donc le soir, les tramways, on n'en avait plus. Hein. On vit un petit peu bizarrement parce qu'on est tout le temps sous la dominance de la peur. Et que les FFI balançaient une grenade dans les pattes des Allemands, au-dessus du cimetière de Gournay. Donc nous on était à Gournay, on avait entendu à 19h une explosion, mais on ne se doutait pas ce que c'était ça, parce qu'on était la cité qui est en face à une chemin de fer. Hein. Et on ne se doutait pas que c'était ça. Et puis à minuit, là on a compris, parce qu'à minuit, les Allemands nous ont fait un tir de représailles. À minuit. Donc moi j'étais couché avec un qui a été mon futur cousin après. C'est moi qui ai entendu quand même que les obus sifflaient. Au-dessus de... Alors j'ai secoué mon futur cousin, Jean-Lionel, disons, il est peut-être temps de se penser parce que les obus nous passent au-dessus de la tête. Donc on a eu le temps de se lever. Et puis là, tout d'un coup, on a entendu, vous l'entendez arriver l'obus. Hein. Puis c'est tout vous tombe sur la tête, hein, les plats, tout. Quoi. Je suis descendu c'est-à-dire j'ai descendu inconsciemment. Je me suis rendu compte que quand on a une peur comme ça, la force était multipliée par 7. Et moi, j'ai réussi à ouvrir la porte. Et puis là, on a sorti dehors en criant, parce que nos parents qui étaient en face, ils ne voyaient plus la maison par la poussière. Mon père me criait, les gens étaient en vie. Le père de mon futur cousin me disait, bon Lionel, est-ce que vous êtes en vie? Alors on les a rassurés, il faut que j'avais réussi à ouvrir la porte, on les a rassurés en disant qu'ils étaient en vie. Et là, comme ces personnes âgées-là avaient fait une tranchée, on a tous été dans la tranchée. Et tout d'un coup, on a entendu une personne arriver en disant, monsieur le marchand, vous devriez venir à l'école de Gournay, parce qu'il y a actuellement des blessés. Et ils avaient réussi à ramener les blessés à l'école de Gournay. Il y en avait 8, donc un très grièvement. Ils arrivaient en reconnaissance, mais ils ne restaient pas. Hein. Vous voyez où c'est que Batikop à Gournay.
Bon, là, la route était minée. Étant en exode, pour aller vers Gournay, on a passé. Il y avait une file barbelette pour éviter qu'on aille. Mais du fait que eux, les Allemands, ils ont enlevé les fils barbelés. Il y a eu une voiture, une Jeep de ratourner. Et puis il y avait une moto, je crois aussi. Lorsqu'on a, si vous voulez, la situation s'est améliorée et qu'on a pu essayer de rejoindre nos maisons, moi j'ai passé avec une remorque que je traînais. Il n'y avait plus de barbelés. Donc on est passé en suivant la trace. Et le lendemain, il y a un jeune de 18 ans qui traîne une petite remorque comme moi, qui a passé sur les mines. Quand il y a eu ça, après, je vous disais, on suivait à la trace, parce qu'on savait que c'était miné à côté. Là, on voyait tous les drapeaux allemands blancs sur les casemates de Courrioville. On voyait les casemates au loin, hein. Et là, on voyait avec tous les drapeaux blancs. Donc les Allemands se rendaient sur... Mais c'est là qu'on réalise qu'on a frôlé la mort. C'est après qu'on y a réfléchi. Il y a deux prisonniers, enfin il y en a un qui est décédé après, c'était deux commerçants d'Harfleur, mais qui étaient rentrés dans une liaison de résistance. Et ce jour du 8 mai 1945, je revenais de travailler puisque j'avais réussi à être embauché. Et puis quand j'entends de la musique, la Marseillaise, puis je vois le prisonnier, enfin celui qui était prisonnier des Allemands, un cadavre. Ce monsieur-là s'appelait monsieur Caillé, voilà. Là, quand je suis passé, évidemment, tout le monde se recueillait, parce que moi, lui, il était soutenu par une nièce, parce qu'il n'avait pas d'enfant, et par sa femme. Il était debout à la fenêtre, et je peux vous dire que j'ai vu cet homme-là dans un état pitoyable. D'entendre la Marseillaise, c'était quand même assez important. Et par le réveil, il a refleuré. Et après, j'ai su d'autre part. Alors, celui que je vous parle, c'était M. Chancelot. M. Chancelot était né dans la rue des 104, il était un marchand de vélo. Et lui, quand il est revenu, il est décédé un an après, un an et demi après. Mais il était moins atteint physiquement que M. Caillé. M. Caillé, après, il a réussi à rentrer à la raffinerie. Alors il y a une chose qu'il faut voir, c'est que j'ai grandi dans un quartier, Sanvic, place Tourneville, c'est rue de la Cave Verte, qui n'a quasiment pas été touché par les bombardements, c'est-à-dire hormis le cinéma Splendide qui était à 200-300 mètres de chez moi, l'environnement que j'ai vu étant très jeune était toujours le même que depuis le début du siècle, avec les contreforts du fort de Tourneville, la place Tourneville du même nom, la rue de Bayonville, la rue de la Cave Verte. Donc pour moi, ma première vision du Havre, c'était ça, bien qu'à l'époque, le Havre était séparé de Sanvic juste par la rue de la Cave Verte. Et ensuite, vers l'âge de 6 ans, c'est-à-dire dans les années 51-52, je suis descendu en ville, et là j'ai vu évidemment des constructions qui n'avaient rien à voir avec celles de Sanvic, notamment la cité commerciale, c'est-à-dire la cité qui était pas loin de la Banque de France, et dont ma mère faisait quelques emplettes de temps à autre. Moi, étant gamin, j'avais 6 ans, 7 ans, je trouvais bizarre d'avoir des maisons avec des briques aussi mal jointes. C'est-à-dire que, évidemment, la cité provisoire, c'était, comme son nom l'indique, provisoire. Et il n'était pas question de faire des briques absolument bien alignées, avec des beaux joints, comme ma maison natale et comme les maisons autour de ma maison natale sont. C'est-à-dire des belles briques, des beaux joints,
comme on peut encore en voir beaucoup, comment dire, au Havre. Et c'est la première impression que j'ai eue quand j'étais gamin de ce Havre. Puis je me doutais bien qu'il s'était passé quelque chose, mais sans vraiment savoir pourquoi à 6 ans. Pour nous, à 6 ans, on voit le Havre tel qu'il est, on ne cherche pas à savoir ce qu'il était. Pour nous, c'était ça le Havre. Mais c'est cette première impression justement, de trucs qui n'étaient pas comme dans mon quartier. Je dis, tiens, c'est bizarre, c'est pas comme dans mon quartier. Ma mère travaillait dans la cité Kléber. Elle travaillait chez des personnes qui tenaient un petit commerce. Et puis, tenant un commerce, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de leurs enfants ou du ménage. Donc, les jeudis, parce qu'à l'époque, c'était le jeudi qu'on n'avait pas cours, ma mère m'emmenait avec elle dans la cité Kléber. Évidemment, là, la cité Kléber, c'était une cité avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de personnes. Les gens étaient relogés là. Là aussi, j'ai pas de notion de provisoire, ni de dire que quand on voit la cité Kléber étant enfant, on ne pose pas de questions, ils habitent là, point. Donc c'est bien après. Quand j'ai vu que la cité Kléber disparaissait, que la cité commerciale disparaissait, j'ai vu ça disparaître petit à petit, et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que tout disparaisse, tout ce que je connaissais étant gamin disparaisse en fait. Et il disparaissait parce que c'était provisoire, mais cette notion de provisoire n'était pas dans l'esprit d'un gamin de 6 ans, quoi. Je me souviens des premiers souvenirs que ma mère avait parlé en famille, c'est qu'un jour, ils étaient réunis dans un jour d'orage, l'été, puis le ciel s'est d'un seul coup assombri, comme on peut le voir parfois les étés, quand un gros fort orage arrive, le ciel s'assombrit fortement. Et il y a une conversation qui s'est enclenchée sur ce ciel assombri. Quelqu'un a dit, je ne sais plus qui, je ne me souviens plus, a dit oui, ça fait comme en 40, c'est-à-dire quand les bacs de pétrole de la cime ont été mis à feu, et que ça faisait un nuage extraordinaire dans le ciel havrais, qui faisait croire aux gens qu'ils étaient même en plein jour, à midi, il faisait nuit, quoi. Parce que tellement ça obscurcissait le ciel. Après la guerre, on a eu des récits de résistants, des récits de collaborateurs, et puis entre deux, il y a la majorité, je dis bien la majorité des Français, qu'il fallait bien qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas, je ne sais pas combien de millions de Français il y avait à l'époque en France, combien d'habitants exacts au Havre, mais tous les Havrais ne pouvaient pas être résistants. Tous les Havrais n'étaient pas collaborateurs. Là, en ce moment, je connais un monsieur qui est de la génération de mon père, monsieur Max Benson. Il disait bien, mais les Français ordinaires, il fallait bien qu'ils mangent, surtout s'ils étaient pères de famille. Moi, mon père était père de famille. Il travaillait dans une entreprise qui était verdière. Donc, il a travaillé pour son entreprise, qui elle-même travaillait pour les Allemands, mais elle ne pouvait pas faire autrement. C'était soit travailler pour les Allemands, soit ne plus travailler du tout et être au chômage. Une ville, c'est comme un être humain. Ça naît, ça vit, ça meurt. Sauf que pour une ville, évidemment, les membres, les pièces détachées, se remplacent. Parce qu'il est évident que dans n'importe quelle ville que ce soit, il y a le fait qu'on construit une maison, elle vit, mais elle meurt aussi. Pourquoi des fois les maisons ne meurent-elles pas? C'est parce que ceux qui habitent dedans ont les moyens de l'entretenir, ou qu'elle fait partie d'un patrimoine exceptionnel et qu'elle a tout le temps été entretenue. Mais au Havre, qu'est-ce qu'on a eu comme patrimoine exceptionnel? C'est celui qui, malheureusement, qui a été détruit par les bombardements de 1944. Alors, on aurait pu conserver, effectivement, le musée-bibliothèque. On aurait pu conserver l'arsenal, on aurait pu conserver, que sais-je encore, pas mal de monuments comme ça. Parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, la plupart des maisons du Vieux Havre, c'est-à-dire aussi bien dans Saint-François que Notre-Dame, auraient été démolies. J'ai uniquement entendu parler du Havre reconstruit ou même bombardé par mes grands-parents et parents.
Malheureusement, mes grands-parents, eux étaient au Havre. Donc ils ont entendu parler des bombardements, mais n'en ont pas subi trop les conséquences. C'est-à-dire qu'ils habitaient à côté de la rue de la Vallée, et puis la rue de la Vallée a souffert, mais pendant la guerre. Et les bombardements n'ont pas trop touché ce côté-là. Mes parents, eux, étaient revenus, donc les bombardements, ils ne les ont pas vécus. Par contre, ils ont vécu la présence des Américains. Les Américains, ayant commencé à occuper le territoire havrais, Graville, ils ont distribué du chewing-gum aux petits. Donc c'est comme ça que mon père a commencé par me raconter un petit peu la présence américaine. Mes grands-parents ne m'en ont jamais parlé. Eux, leur souvenir, c'est l'usine qui était encore en activité, c'est les tranchées qui ont été faites à l'intérieur de l'usine pour les protéger. La tranchée a été touchée par un bombardement quand même. Ils étaient dedans, mais à l'autre côté de la tranchée. Moi, ce que j'ai pu vivre uniquement, ce sont des vestiges. C'est-à-dire que les Américains avaient au Champ-Barré construit ce qu'on appelle les demi-lunes, des baraquements non, du dur, de la brique et de la tôle pour certains, et de la brique uniquement pour d'autres. Je ne suis pas né là-bas, mais mes parents y ont vécu pendant 2 ans. De décembre 51, quand ils se sont mariés, ils sont arrivés en squatter. C'est-à-dire que mes oncles et tantes habitaient déjà un demi-lune, et ils leur ont dit que l'autre avait été disponible, donc ils sont arrivés comme ça. Ils ont amené 3-4 meubles, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Les conditions étaient très déplorables, c'est-à-dire qu'il fallait mettre des briques par terre lorsqu'il pleuvait, puisque l'eau était rentrée à l'intérieur, et des casseroles, toutes sortes d'ustensiles pour recueillir l'eau. Moi, mes souvenirs de la reconstruction sont très faibles. Étant un enfant de quartier, c'est-à-dire que le quartier de l'Eure ou le boulevard d'Harfleur n'ont pas été touchés. N'ayant pas de voiture, n'ayant pas de famille dans le Havre reconstruit, j'ai jamais entendu parler vraiment par mes parents, par la famille ou par mon environnement de docker, de reconstruction ou de construction. Mes seuls souvenirs concrets après de la guerre ont été que j'avais de la famille qui habitait Cocrioville. Dans la première tour qui a été construite, donc à la place de la gendarmerie, il y avait les blocos. Et quand donc on est en 62-64, je jouais dans les blocos, je jouais dans les champs, je jouais ici. C'est les seules présences de la guerre que j'ai pu connaître assez jeune, à 10-12 ans. Vers 14 ans, je me suis pris de passion pour le Havre. Vraiment. J'ai commencé donc à découper tout ce qu'il pouvait y avoir sur le Havre dans les journaux, à commencer à lire des livres, vraiment sur le Havre. Donc il y en avait très peu à l'époque. Et après, je me suis intéressé à l'histoire du Havre par rapport à mon métier, par rapport au métier d'archiviste que je suis devenu. J'ai aussi eu la chance d'avoir rencontré Jean Le Goy, Philippe Manville, à peu près tous les historiens qui ont écrit sur la guerre, sur la présence, ou avant la guerre, ou pendant, ou après. Donc c'était un avantage vraiment inouï, enfin inespéré. Et comme ça, je me suis développé un petit peu à la recherche. C'est comme ça que j'ai pu apprendre à connaître les gens et à connaître l'histoire du Havre. À Gonfreville-Lorcher, pour l'époque, je me réfère au recensement de 1939, 4476 habitants à peu près. Mais de 4476 habitants en 1939-1940, la ville ayant connu l'occupation, bien sûr, on va passer dans les années 1952-1953 à peu près à plus de 8000. Ça fait plus que doubler. Donc il s'est passé quelque chose. Les Américains, un premier contingent de soldats américains arrive. Alors ce sont des soldats qui sont spécialisés dans le nettoyage et le réaménagement, disons, des ports. Puisque un grand port,
Ça va devenir nécessaire étant donné que les lignes de logistique depuis Cherbourg ou alors le port artificiel d'Arromanches se sont considérablement éloignés. Il y aura donc besoin de débarquer du matériel. La guerre continue. Alors, on les appellera camps cigarettes pour plusieurs raisons. D'abord, les cigarettes, le nôtre, c'était Philip Morris. Et il y aura Lucky Strike, il y aura Home Run, il y en aura d'autres. Il y en aura environ 8 sur le plateau, Saint-Valery-en-Caux, voilà. Étretat, 3 sur le Havre, à Saint-Pierre-de-Varengeville dans la région de Duclair, par exemple. Des camps importants. Le nôtre comptera à peu près 35 000 hommes. Énorme, c'est énorme. Mais c'était aussi une façon de coder cet espace du fait que l'on est en guerre. Pour les Allemands, Philip Morris, bon, certains savaient que c'était des cigarettes, mais où est-ce que ça se trouve? Ça, c'est encore autre chose. Il y avait aussi l'aspect du codage militaire. Et ces camps cigarettes vont se préparer déjà dès l'automne, l'hiver 1944. Ça va commencer par des tentes, entre autres. J'ai ici des photos, je pourrais montrer au moins une photo, sous tente. Et après, petit à petit, vont se construire des baraquements et des constructions aussi des habitats en tôle ondulée, les demi-lunes. Hein. Il y en aura d'ailleurs sur l'ensemble du plateau. Les Américains, ils n'étaient pas tous comme ça, hein, il faut dire, mais un certain nombre ont créé des problèmes tels que il y a un mauvais souvenir pour un certain nombre de Gonfrevillais de la présence des Américains avec tous les trafics qui pouvaient exister. Essence, alcool, parfums, cigarettes. Il y a des bandes qui venaient, des bandes organisées qui venaient de Paris d'ailleurs par le train pour faire le trafic aussi de cigarettes. Les soldats américains recevront un petit livret, dont voici un exemplaire. Alors ça sera un livret. Tu peux le tenir? D'accord, merci. Ce sera un livret d'ailleurs pour apprendre le français, au moins essayer de parler français. Et il y aura aussi un livret, tenez, si vous voulez filmer, on va mettre... on va prendre... Allez, des exemples très simples. Voilà. Petit pois. Ou du poivre. Il y aura aussi un livret pour leur montrer comment était organisé le camp et ce qu'on pouvait y faire avec cinéma, chapelle. Et M. De Decker, d'ailleurs, et un de ses amis, un de ses collègues, ont fait des maquettes qui illustrent assez bien la présence de ce camp. Alors, de mémoire, les soldats américains sont partis du camp Philip Morris en octobre 1946. Et quand ils sont partis, ils ont laissé tous les baraquements, ils ont laissé dans l'état où ils étaient, et tout cela a été cédé au gouvernement français, sans aucune d'ailleurs demande d'indemnisation. Alors bien sûr, ils avaient récupéré leur matériel, ils avaient récupéré aussi les tentes, et les tentes qui logeaient leurs soldats, et c'était des tentes qui étaient vraiment bien disons, aménagées, puisqu'il y avait le chauffage à l'intérieur, il y avait de l'électricité, ils avaient tous les moyens extraordinaires. Et c'est vrai que les soldats américains, avec leur logique, c'était extraordinaire, ils avaient du matériel que nous, en Europe, on ne connaissait pas encore. D'ailleurs, la route qui passe à côté de nos baraquements, ici, là, elle a été créée à l'origine par des soldats américains. Et les gens du cru, les gens gonfrevillais qui restaient, il y avait encore quelques-uns, ils ont été émerveillés et surtout surpris de voir avec quels moyens les soldats américains avaient construit la route.
C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec des bulldozers. On ne connaissait pas ça en Europe. Ils ont mis des jalons, ils ont tracé la route. Les bulldozers ont nivelé le sol. Derrière les GMC, alors les GMC c'était des camions militaires américains. GMC pourquoi? Parce qu'ils étaient construits par la société General Motors Corporation. Et ces camions-là étaient chargés de gravats de la ville du Havre. Le Havre, Michel Touzan vous l'a dit tout à l'heure, le Havre avait été détruit à 75%. Et naturellement, ces gens-là, dans les rues du Havre, il y avait des monceaux et des monceaux de gravats et autres. Et les camions versaient dans le chemin, dans les routes qui traçaient, les gravats. Derrière les rouleaux compresseurs, qui n'existaient pas encore en Europe à l'époque, il s'étalait tout. Et derrière, le summum de l'histoire, disons, c'était les goudronneuses, et la route était taillée. Et la route qui est ici, elle a été creusée, faite par les soldats américains. Alors, 1946, fin octobre 1946, plus de soldats américains, donc le MRL, c'est-à-dire le ministère de la Reconstruction et du Logement, qui était présidé par le ministre Pierre Courant, et Pierre Courant était député-maire du Havre. Donc il connaissait bien évidemment la localisation de Gonfreville-Lorcher. Donc il décide de réhabiliter les baraquements pour pouvoir les donner aux sinistrés havrais. Il faut savoir que le Havre, c'était une ville malheureusement pratiquement anéantie. Les gens dormaient là où ils pouvaient, c'est-à-dire dans des caves, dans des greniers, dans des blocos. Il y avait encore des blocos du temps des soldats allemands, et les gens dormaient là-dedans. Donc ces baraquements du camp américain ont été attribués aux sinistrés du Havre. Alors par contre, il est vrai que tous les habitants du Havre n'avaient pas forcément un bon, disons, de logement dans ces fameux camps cigarettes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont squatté les baraquements des soldats. Je suis arrivée dans les camps, comme Michel Bélanger vous a expliqué, en août 1948, parce que mes parents, bien, comme on vous l'a expliqué, le Havre a été détruit, nous nous sommes trouvés à partir sur les routes et habiter en campagne pendant 8 années. Et ensuite, eh bien, il avait été offert à mes parents, comme à d'autres réfugiés, de revenir sur le Havre. Et en fait, c'était les baraquements qui nous attendaient. Et moi, je suis arrivé, enfin mes parents, on est arrivé en 1948, je me suis marié en 65, donc j'ai passé 18 ans dans cette cité Arthur Fleury. Voilà, alors on fait toute la cité Arthur Fleury complète, avec les îlots, il y avait 4 îlots, le premier îlot, deuxième îlot, troisième îlot, quatrième îlot. Donc là il y avait le centre commercial et tous les magasins. Là il y avait les douches. C'était les douches qui fonctionnaient le samedi après-midi et le dimanche matin. Et là, c'est le groupe scolaire, avec le stade, là, qui est ici, et le baraquement où on est actuellement. Les deux baraquements qui restent. Là, on arrive à la cité Marcel Gondouin. C'est une autre cité qui se trouvait dans la nationale, à côté du manoir de Barbier. 48 à 69. Enfin 46-69, elle a disparu. Et ça, moi, je l'ai fait parce que je connaissais, j'ai habité là. Et comme je fais du modélisme, c'est pour ça que j'ai fait les vallées, j'ai tout. Et je l'ai refait par rapport au plan là. Ouais, c'est Gonfreville autour des baraquements. Marcel Gondouin, Arthur Fleury, la cité d'hôpital, puis Gonfreville qui est là. Alors, quelle était la vie des gens dans les cités? Bon, c'était pas toujours drôle. Il y avait beaucoup de misère. Alors c'était la majeure partie, c'était, disons, ouvriers, la plupart. Hein. La nourriture, bien la nourriture, vous savez, c'était les grandes casseroles avec le ragoût, les pâtes, la purée. Il n'y avait pas de luxe, mais en fait, nos parents faisaient que, on tienne la route, on tienne debout. Hein. Et puis la cuisinière à charbon, qui, alors là, ça a été un événement d'avoir la cuisinière à charbon, parce que, on avait le four pour pouvoir cuire. Il faisait très froid l'hiver. On mettait des briques dans le four que l'on enveloppait dans le papier de journal ou un gros chiffon de laine pour mettre dans les lits, parce que sur les vitres, eh bien, il y avait 1 centimètre de glace.
Et le matin, pour voir le temps qu'il faisait, nous enfants, on soufflait sur la vitre, on faisait un petit trou et on disait « Oh, qu'est-ce que c'est gelé dehors !» On avait aussi un cinéma qui s'appelait le Capitole. Et ce fameux Capitole, construit par les soldats américains, et ben, il recevait tous les gens à partir de 1952-53, quand il a été rénové, parce qu'il commençait à tomber sérieusement en ruine. Et il y avait les films qui passaient, mais c'était des films qui passaient également au Havre ou partout. Et il avait un attrait extraordinaire. Il s'est arrêté en 1962 parce qu'il était en tôle et qu'il avait souffert du temps. Puis un jour, il en a eu marre, il s'est écroulé. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous ne savez pas, je vais vous l'apprendre. Les gens des cités, on avait une très mauvaise réputation dans la région havraise. Nous étions soi-disant des voyous, des feignants, des alcooliques, des propres à rien. On avait pratiquement tous les défauts de la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison simple, c'est que les gens qui passaient sur la route nationale, qui s'appelait à l'époque la route nationale 13 bis, qui deviendra après la route nationale 15, et qui maintenant aujourd'hui c'est une route départementale, la route 6015, les gens qui passaient, ils voyaient les bâtiments en tôle délabrés de la cité Marcel Gondouin. Les gens avaient installé des KGB, enfin bon. Et ça ne donnait pas effectivement une impression de bonheur, mais seulement il faut quand même dire que les gens, ils n'avaient pas choisi non plus qu'on leur bombarde leur maison du Havre, parce qu'il faut quand même savoir que la quasi-totalité des gens qui demeuraient dans les cités provisoires, c'était des Havrais. Alors, petite anecdote, il y a des gens de Marcel Gondouin et de la cité de l'Hôpital qui sont descendus dans ces fameux immeubles en bas à Méville, et puis au bout de 2, 3, 4 mois, ben, ils ne se plaisaient pas parce qu'ils avaient l'impression de demeurer dans ce qu'ils appelaient des cages à lapins. Et ils sont revenus dans leur baraquement, pas à Arthur Fleury, à Gondouin, et puis à la cité de l'Hôpital. Parce qu'ils n'avaient pas, alors qu'ils avaient tout le confort nécessaire par rapport à leur baraquement, mais ils ne se plaisaient pas. Ils ne se plaisaient pas, ils étaient les uns sur les autres, ils n'avaient pas la liberté, l'espace qu'ils avaient dans les baraquements. Aussi drôle que cela puisse se concevoir d'ailleurs. Une chose qu'il faut aussi souligner, c'est que la solidarité qui existait dans ces cités, une solidarité, je dirais, à toute épreuve. C'est-à-dire que les gens qui étaient dans l'ennui, et malheureusement, ça ne manquait pas, il y avait toujours les gens, les voisins, tout, qui se précipitaient pour aider les gens. Chose qu'on retrouve malheureusement plus aujourd'hui, parce que la vie n'est plus la même, c'est sûr. À la recherche du Havre oublié, nous avons découvert le début d'une histoire tellement riche qu'il nous serait impossible de vous la raconter entièrement. Nous continuons de la découvrir en poussant les portes, en questionnant les Havrais. Ils sont nombreux à être passionnés par leur histoire. Ils s'appellent Laurent, Nicolas, Benoît, David, Michel, Jean-Baptiste, Dan, René, Patrick, Geoffrey, Alexandre. À la recherche du Havre oublié, c'est notre histoire que nous tentons d'apprendre. Je rejoins l'équipe du Havre secret, je suis Alexandre. Tous les trois, on a arpenté notre ville et sa région pour apprendre notre identité. Tous les trois, nous avons exploré la Festung du Havre. Mais la tâche était herculéenne. Nous aurions aimé vous montrer tous ces ouvrages, dont certains sommeillent juste sous notre nez. Mais ils sont si nombreux, et nous ne savons rien, ou si peu. Qu'aurions-nous fait sans nos guides comme l'association Astonia, ou encore Eddy Florentin avec son ouvrage « Le Havre, 44 à feu et à sang ». Qu'aurions-nous fait si monsieur Pierre Courant n'avait pas écrit Le Havre pendant le siège? En portant un regard différent sur notre ville, nous nous sommes aperçus de sa richesse. Il n'y a pas une rue qui n'ait une histoire et un vestige qui la raconte. La Festung du Havre n'est qu'une facette de notre ville, de notre histoire, notre identité. Ce n'est qu'un dossier du Havre secret parmi de nombreux autres, tant et si bien qu'il nous sera impossible de tous les ouvrir. Le Havre secret, il est autour de nous. Il commence par une simple question. Pourquoi? Pourquoi ce mur? Pourquoi ces briques? Pourquoi ce monticule de terre? Pourquoi cette maison de bois? Pourquoi ce bunker? Pourquoi cette plaque? Pourquoi ce tunnel? Pourquoi ces rails? Pourquoi cette statue? Pourquoi ces églises? Pourquoi notre hôtel de ville? Pourquoi le funiculaire? Pourquoi ces escaliers? Pourquoi ce drapeau? Et pourquoi ce bateau? Pourquoi le Havre? Et notre Festung? Où est-elle aujourd'hui? Disparue? Elle est là, omniprésente. Dans ce champ, sous cet arbre, au pied de cet immeuble, dans la cour de cette maison. Aller à la recherche de la Festung du Havre, c'est aller au-devant de belles rencontres,
Nous avons fait la connaissance de propriétaires qui ignoraient parfois qu'ils possédaient un réel trésor dans leur cour ou dans leur jardin. Aujourd'hui, de la Festung, il reste la plupart des blocos. Ceux qui n'ont pas disparu sous la poussée de l'urbanisme ou sous les bulldozers construisant les voies rapides qui ceinturent le Havre, gisent sous nos pieds. C'est en explorant les archives municipales, les bouquinistes, les cafés et les rues de notre ville que l'on nous a révélé les secrets de cette forteresse. La clé de la Festung, elle est là. L'avenir de ce patrimoine ne dépend que de nous. S'il est incertain aujourd'hui, les associations, les passionnés déploient des trésors d'énergie pour continuer de transmettre cette histoire. Pourquoi pas un centre culturel? Un musée? Mieux, un mémorial, un véritable centre qui invite au souvenir de ces événements. Oui, tu as raison Simon, car c'est en étudiant le passé que l'on construit l'avenir. Il n'est pas trop tard. La Festung est aujourd'hui une forteresse pour notre faune locale. C'est un écrin pour la nature qui y a pris ses quartiers. Pour ma part, je trouve que ces blocos, à l'usage initial purement défensif, revêtent une certaine majesté en s'intégrant parfaitement dans leur environnement. Ces monstres de béton et d'acier, qui nous rappellent ces combats de titans de jadis, sont toujours là. Ils n'attendent qu'un curieux pour les raconter. La Festung du Havre, c'est l'histoire d'une Europe gâchée. L'histoire d'une hégémonie sur notre continent imposée par un État militariste, despotique et xénophobe. Mais dans l'horreur de cette période, des hommes se sont dressés. Ils ont résisté. Ces blocos, ce sont des cicatrices que nous devons porter avec fierté. Car raconter la Festung du Havre, c'est aussi raconter ces hommes, les Havrais. Et demain, si la forme change, le fond demeurera. Nous sommes tous liés par notre histoire. Et cette histoire, c'est notre identité, lue à travers nos monuments. Nous refermons ce dossier du Havre secret et espérons que vous partirez comme nous à la découverte de cette grande aventure. Nous ne sommes que des Havrais curieux. Nous ne nous posons en aucun cas comme de prétendus spécialistes. Et nous pouvons faire des erreurs. Mais après tout, ce n'est pas si grave. Car là où nous nous trompons, c'est justement une occasion de corriger, rectifier, préciser cette histoire. C'est l'occasion de parler, de se rencontrer, de faire vivre notre patrimoine grâce à la transmission du savoir. On vous dit à très bientôt les curieux et les curieuses.
Bon et ben voilà les curieux, les curieuses. C'est fini pour ce dossier du Havre secret. Donc comme d'habitude, on a encore plein de remerciements à faire. Ce sera difficile de remercier tout le monde, que ce soit tous les riverains qui ont gentiment accepté d'ouvrir leurs portes, ou encore l'association Astonia, avec notamment David Mailly, ou l'AGCP, l'association gonfrevillaise des cités provisoires, qui ont été très gentils de nous accorder leur temps. Il y a vraiment beaucoup de monde à remercier, David Fouache, enfin vraiment vous êtes Nicolas nombreux. Bucourt aussi. Nicolas Bucourt, merci beaucoup. Oui. Voilà, donc c'est fini pour ce dossier du Havre secret, qui était quand même assez imposant. Et on en profite. Ouais. Voilà, qui a été très très dur à réaliser. Il faut savoir que nous on fait ça de manière bénévole, on n'est pas payé du coup pour faire cette chaîne-là. Et à côté, on a chacun nos activités. Et moi de mon côté, j'ai mon activité du coup de vidéaste. Et en ce moment, j'ai énormément de contrats, j'ai énormément de boulot à côté. Et par conséquent, il va falloir que je me retire plus ou moins des dossiers pour l'instant. Donc je vais être un peu moins présent sur la chaîne. Et là-dessus... ouais, du coup, c'est pas pour autant que c'est la fin des dossiers du Havre secret. Du moins, il y aura une petite temps de pause. Mais en fait, ce dossier, il n'aurait pas été réalisable si on n'avait pas eu un sacré coup de main d'un bon copain. Voilà. On va vous le présenter là, voilà. il tient alors, la perche à proprement parler. Du coup, je tiens tiens la perche, voilà. Là, tu peux y aller. Hop. Voilà. Bienvenue. Donc voilà. Donc je me présente, Alexandre Ferreira. Pour certains, vous m'avez peut-être connu sur Vine, sur la petite application de 6 secondes. Où est-ce que pareil, j'avais pas beaucoup d'abonnés, mais bon, ça va, 250 abonnés que j'avais. Vous avez certainement dû voir mes conneries, ou peut-être vous avez dû me voir en convention, à des petites conventions, ou même au Havre carrément, qui sait. Et donc voilà, je travaille avec le Havre secret maintenant. Que je compte aussi d'ailleurs me lancer sur YouTube. Je m'en profite. Vas-y, bien sûr. Je serai bientôt aussi sur YouTube, donc du coup je tiendrai 2 chaînes, enfin celle avec Simon et aussi Clécius. Et donc moi je suis le 3e larron. Merci à toi parce que voilà. Donc avec Alexandre on va reprendre plus tard. En tout cas on aimerait bien se relancer sur les dossiers du Havre secret. On va se relancer sur les dossiers. Et ça va être totalement métal. Ouais, pour ceux qui me connaissent pas encore, je suis un peu... Mais justement, ça va vous plaire. Salut les curieux et les curieuses, à bientôt.